Aujourd'hui, focus sur un fonds patrimonial qui a décidément le vent en poupe auprès des investisseurs puisqu'il a collecté plus de 200 millions d'euros depuis le début de l'année. Il s'agit d'Arty, de Financière de l'Échiquier. Olivier de Béranger, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes le gérant de ce fonds. C'est un fonds diversifié tout d'abord, Oui. exposé aux entreprises, c'est bien ça? Aux entreprises européennes. C'est un fonds qui investit exclusivement en Europe et plus particulièrement en zone euro. Alors il est investi dans 3 classes d'actifs. Actions européennes, jusqu'à 50%, c'est ça? Absolument. Obligations européennes et monétaires, on est d'accord. Il investit dans des très grandes capitalisations de la zone euro. La capitalisation moyenne, c'est combien? Elle dépasse 40 milliards d'euros. Donc on peut dire qu'effectivement notre univers d'investissement sur la poche action d'Arty, eh bien c'est le stock 600, ce sont les grosses capes européennes. Alors, poche obligataire conséquente, bien évidemment, mais vous n'investissez pas dans la dette d'État, bien que vous puissiez le faire. Oui, pour l'instant, il dure, puisque c'est depuis 2008 le lancement du fonds. Pour l'instant, j'ai essentiellement toujours investi la poche obligataire sur des obligations d'entreprise, sur des crédits corporate, qu'ils soient d'ailleurs financiers ou non financiers, mais plutôt de la dette privée que de la dette publique. Le high yield, le haut rendement, représente quel pourcentage? Alors le high yield, il peut aller jusqu'à 35% du fonds, donc c'est un fonds qui a la possibilité de prendre un risque de crédit non négligeable. Actuellement, j'ai plutôt réduit cette poche puisqu'on est un petit peu en dessous de 25 en exposition high yield. Vous avez une centaine de lignes environ en portefeuille? Une centaine de lignes obligataires et environ 30-35 lignes d'actions. Alors, il y a une phrase que vous prononcez souvent, j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Vous dites « on achète le spread mais pas la duration » concernant la partie obligataire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on est prêt à prendre un risque de crédit, mais pas forcément un risque de taux. Actuellement, les marchés de taux à long terme sont assez secoués, donc tactiquement, on préfère avoir une duration, c'est-à-dire une durée moyenne des obligations détenues en portefeuille, plutôt courte, on va dire autour de 3 années, puisque de mon point de vue, c'est l'endroit où on est protégé par la Banque Centrale Européenne. Or, les obligations d'entreprise, elles peuvent faire 3, 5, 10 ans, voire même perpétuelles pour certaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter l'obligation d'entreprise de durée qu'on trouve sur le marché. En revanche, on va couvrir par des produits dérivés la composante taux de cette obligation, de manière à avoir que le risque de crédit, que la prime de risque, mais pas le risque de taux. Parce qu'on n'a pas de visibilité à long terme, en fait, c'est ça? Parce que, personnellement, je trouve que les taux sont trop bas, et surtout, je trouve que la volatilité à laquelle je m'attends dans les trimestres qui viennent sur les taux longs ne rendent pas un investissement sur cette classe d'actifs intéressant. Je pense qu'il y a plus de valeur à prendre plus de risques de crédit et à prendre un petit peu moins de risques de taux. Alors vous dites aussi quelque chose d'assez contre-intuitif pour l'investisseur lambda, c'est que le meilleur couple rendement-risque est offert par les obligations corporate. Oui, sur les 10 dernières années, en fait, si vous regardez la volatilité des indices crédit comparé à la volatilité des indices de dette souveraine, bien vous apercevez, alors évidemment il y a eu plein de raisons, il y a eu la crise de 2008, il y a eu la crise de l'euro en 2011, il y a celle que nous vivons actuellement, la crise grecque de 2015, et en fait vous apercevez que les obligations d'entreprise sont plutôt plus résistantes, ou tout au moins volatiles que les emprunts d'État. C'est-à-dire qu'elles vont moins monter quand les taux plongent vers zéro et qu'il y a une chasse aux obligations, elles sont un petit peu à la traîne. Et en revanche, elles vont moins baisser quand les taux se tendent. Et dans les semaines qui précèdent cette interview, on a vu que les taux se sont tendus, mais on a vu que les poches d'obligations d'entreprise, les poches d'obligations corporate, résistent mieux que les obligations d'État. Alors j'aimerais qu'on zoome sur les performances. Olivier, depuis création, Arty en cumulé a fait 52,18%. Date performance arrêtée au 16 juin, pour être très précis, c'est du 6,14 annualisé. C'est 2 fois mieux que la catégorie que vous devancez aussi très significativement sur 5 ans et 3 ans, donc bravo. Alors, si on veut être précis dans les comparaisons, on va aller plus loin, on va comparer avec la référence. On l'avait fait déjà il y a 2 ans, si vous vous en souvenez. Donc, depuis le 30 mai 2008, date de votre lancement, Carmignac Patrimoine vous devance légèrement en cumulé. Carmignac Patrimoine fait du 58,85%, tandis qu'Arty fait du 52,18%. En revanche, sur 5 ans et 3 ans, vous le devancez, et là, sans conteste, puisque en annualisé sur 3 ans, vous faites du 8,94%, et Carmignac fait du 6,28%. Et vous le devancez également sur 5 ans. À quoi ça tient ? Je crois que ce qui est intéressant dans votre comparaison, c'est de voir qu'avec des fonds diversifiés, avec des fonds qui
répartissent leurs capitaux sur différents supports, déjà sur le long terme, on gagne de l'argent. C'est déjà une première et bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'avec le fonds dont vous parlez, Carmignac Patrimoine, on a des stratégies de gestion qui sont assez différentes. Carmignac Patrimoine va s'exposer aux émergents, faire des devises, faire beaucoup de choses que Arty ne fait pas. Ce qui est un intérêt pour l'investisseur, c'est d'avoir une bonne performance sur le long terme, mais qui est souvent décorrélée. C'est-à-dire que souvent, des moteurs de performance de certains fonds globaux, la baisse de l'euro, la hausse du prix des matières premières, ou la baisse, ou le pétrole, ou le Japon, chose que nous n'avons pas dans l'échiquier Arty, eh bien, vont produire de la performance quand les fonds européens ronronnent un petit peu. Et puis, quand l'Europe est plus en avance, ça va être l'inverse. Donc ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas panacher. Je crois qu'en tout cas, sur des stratégies en bonne gestion, la diversification s'impose à la stratégie de aussi. Diversifier, c'est diversifier. Alors, vous disiez que prêter de l'argent aux entreprises est plus rémunérateur que la dette d'État. Cela dit, on l'a vu, hors la remontée brutale des taux sur les dettes souveraines assez récentes, on a vu que, tout de même que ces derniers mois, on gagnait très 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 bien sa vie sur la dette d'État. Est-ce que vous n'avez pas regretté d'être un peu distant vis-à-vis de ces classes d'actifs? Oui, forcément. Mais le gain que vous avez fait dans la dernière année sur la dette d'État, c'est un gain, comme je disais tout à l'heure, en duration. C'est-à-dire que vous êtes exposé à la partie très longue de la courbe, et donc vous avez gagné de l'argent parce que les taux longs ont baissé plus fort et plus vite que les taux courts. Vous auriez eu des dettes corporate de durée aussi longue, vous auriez fait une meilleure performance. Donc c'est vraiment la composante taux qui a bien fonctionné. En revanche, depuis, on va dire, un peu plus d'un an, on est plutôt méfiant sur le niveau absolu des taux, qui ne nous semble pas très intéressant d'un point de vue risque-reward, d'un point de vue retour attendu sur volatilité attendue. On en parlait avant cette interview, une obligation à 50 ans française, la fameuse avril 2060 OAT, elle valait 200 il y a un mois et demi, elle vaut aujourd'hui 150. Donc vous pouvez perdre 25% sur une obligation d'État. C'est ça le risque de duration, c'est ça le risque de remontée des taux. Donc effectivement, on a un petit peu, je dirais qu'on n'a pas profité de la dernière jambe de baisse des taux longs. En revanche, on a été très peu touché par la dernière jambe de hausse des taux longs qui a été assez violente. Vous avez aussi réduit assez significativement l'exposition d'Arty aux actions depuis le début de l'année. Est-ce que vous sentez un loup dans le marché? Non, je ne crois pas qu'il y ait du loup dans le marché. Ce qui est vrai que c'est un petit peu comme pour la duration, j'ai peut-être été prudent un petit peu vite. C'est-à-dire qu'à la fin du premier trimestre, au vu de la performance assez exceptionnelle des indices boursiers, j'ai plutôt allégé le portefeuille. On était à presque 38% d'exposition actions et on l'a réduit autour de 30, voire même inférieur à 25 il y a quelques jours. Aujourd'hui, après la correction du marché qu'on a observée, j'ai plutôt envie de reprendre un petit peu de risque, et c'est d'ailleurs ce que je faisais pas plus tard que ce matin. Donc vous reprenez du risque sur les actions aujourd'hui? On reprend du risque. En dépit d'un environnement qui est un peu troublé. Parce qu'on semblait avoir un boulevard sur les actions, notamment européennes. Or aujourd'hui, c'est plus... c'est plus trouble. Ça va être plus volatile, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année, il va falloir s'habituer à cette volatilité. La volatilité est d'autant plus forte que les taux sont bas, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'endroit de coussin où cacher votre cash avec une rémunération correcte, de facto, ça rend les actifs risqués plus volatiles. Donc oui, les marchés actions seront plus volatiles et ce sera sûrement pas une ligne droite, mais oui aussi, il y a un vrai intérêt à reprendre un petit peu de risque aujourd'hui après la correction. Oui, mais je veux vraiment entendre vos arguments là pour reprendre du risque. Quels sont-ils? C'est quoi? C'est l'amélioration des perspectives économiques? Parce que c'est tout de même pas flamboyant. On en a eu une reprise, mais elle n'est pas mirifique non plus. Alors, c'est vrai que la reprise n'est pas mirifique, mais je vous rappelle qu'il y a un an, entre guillemets, rêver d'une croissance européenne en 2015 de 1,5, personne n'osait y penser. Aujourd'hui, c'est quasiment acquis, sauf bien entendu, drame en Grèce imprévisible. En revanche, là où je pense qu'il y aura des bonnes surprises, c'est au niveau microéconomique. C'est au niveau de la publication des résultats des entreprises européennes au deuxième trimestre que, de mon point de vue, on va avoir le vrai impact des 3 drivers qui ont fait monter le marché, la baisse de l'euro, la baisse du coût de financement et la baisse du pétrole et du prix des matières premières. C'est vraiment à partir de ce deuxième trimestre 2015 qu'on va pouvoir dire « oui, c'est vrai ». Ces 3 facteurs ont un impact vraiment important sur le résultat des entreprises et on s'attend à ce que les résultats des entreprises européennes en 2015 progressent de 15, 16, 17% par rapport à 2014, ce qui serait une des meilleures années depuis 10 ans. Oui, mais est-ce que, Olivier, pardonnez-moi, vous n'avancez pas là un argument
assez politiquement correct finalement. Ça serait assez logique que les marchés montent si la situation micro et macro s'améliore. Mais est-ce que le véritable catalyseur que vous jouez pour l'ascension des marchés actions n'est pas la politique des banques centrales? Sachant que la BCE, quelle que soit d'ailleurs l'issue de la tragicomédie grecque à laquelle nous assistons pour le moment, sera toujours au soutien et injectera la liquidité qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'accident sur le marché. Donc plus de liquidité, des marchés haussiers sur les actions? Oui, de toute façon, on a un parapluie de la part de la BCE. Le parapluie, on l'a effectivement, et vous avez tout à fait raison, sur les actifs risqués, puisque on sait qu'en cas de drame, on aura toujours plus de liquidité. Mais je crois que c'est intéressant de voir aussi qu'on l'a aussi sur les obligations. Tout à l'heure, je vous parlais de durée moyenne de portefeuille autour de 3 années. Je dirais que c'est la période pendant laquelle vous êtes encore protégé par la BCE. Vous savez bien que la BCE ne remontera pas ses taux dans les 12 à 24 mois qui viennent. Il n'y a aucune chance. Donc du coup, quand vous investissez dans une obligation de durée 3 ans, vous avez ce parapluie de la BCE. Et ce parapluie de la BCE, il rend effectivement, vous avez raison, d'autant plus attractifs les actifs risqués par rapport à des taux à court terme qui ne rapportent rien ou quasi rien. Quand on regarde la composition géographique de votre portefeuille, la France occupe une place prépondérante. Pour quelle raison? Alors, il y a 2 raisons. Là. Il y a la raison dans la... Tant pour les actions que pour les obligations. C'est vrai. Alors, les raisons sont un peu différentes. Dans la poche action, Arty est un fonds qui vise les dividendes. Et eh bien, quand vous êtes investisseur français sur un fonds français, vous n'avez pas de retenue à la source sur les dividendes. Donc, vous savez qu'en gros, vous avez 25% de retenue à la source dans les autres pays européens. Ça veut dire qu'une action qui vous rapporte 4 en Allemagne, c'est 3% en France. Donc vous avez forcément un biais français dans le portefeuille. J'essaye toujours de jamais avoir plus de 50% de France dans la part action d'Arty. Ça, c'est pour la poche action. Pour la poche obligataire, je dirais que ça vient plus de choix stratégiques d'investissement dans les 12 derniers mois. J'ai choisi dans Arty d'augmenter assez fortement la poche de financière. Donc les obligations seniors ou subordonnées, des banques, des assurances et des conglomérats financiers. Il se trouve que pour ne pas, je dirais, prendre de risques juridiques ou de risques d'incompréhension de prospectus d'émissions trop importants, j'ai acheté surtout des banques françaises, un peu de banques italiennes et un peu de banques espagnoles, mais surtout des banques françaises. Pourquoi avoir relevé la part des financières si significativement? Sur les obligations, je crois que l'intérêt relatif des financières revient sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'en 2008, on était dans un moment où vous aviez les emprunts d'État qui vous rapportaient ça, une prime de risque pour les financières et une prime de risque par-dessus pour les corporates. Aujourd'hui, très souvent, vous avez des primes de risque inversées. C'est-à-dire que vous avez une banque qui vous rapporte plus à notation équivalente et durée équivalente qu'un corporate de même maturité, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs de dettes corporate. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les obligations corporate avaient un couple rendement de risque vraiment attractif. Je suis assez persuadé, il n'y a pas que moi qui m'en suis rendu compte, et les obligations corporate aujourd'hui sont assez chères comparées aux obligations financières. Mais les banques ne détiennent-elles pas tout de même suffisamment de dettes d'État pour que ça vous inquiète dans le contexte actuel de la zone euro? Les banques, c'est sûr que leur business model a complètement évolué. Les grandes opérations de trading, les risques très importants en BFI, c'est en voie de diminution assez forte. Tout le jeu depuis 2008, ça a été de diminuer les risques au bilan et d'augmenter les fonds propres. Donc les banques, en théorie, deviennent des instruments, des supports d'investissement qui sont moins volatiles, qui sont moins sujets à de mauvaises surprises. On ne peut jamais les écarter, ça je dirais que c'est un petit peu la magie des financières. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre portefeuille obligataire, on a préféré investir sur l'ensemble des banques françaises. On n'a pas choisi une banque française en particulier. Nous avons des obligations seniors et subordonnées de BNP, Société Générale, Crédit Agricole, BFCM, CFCM, bref, toutes les banques françaises, de manière à ne pas prendre de risques idiosyncratiques, comme on dit sur le marché du crédit, mais d'avoir plus un panier sur le secteur financier français et européen avec Unicredit et Intesa en Italie et BBVA et Santander en Espagne. Une de vos fortes convictions, c'est l'Espagne? Oui. C'est une conviction un peu macroéconomique, parce que vous savez que normalement cette année, en 2015, la meilleure croissance de la zone euro, elle se fera en Espagne. Ce ne sera pas en Allemagne, ce ne sera pas dans les pays d'Europe du Nord, ce sera en Espagne, parce qu'il y a eu un travail de restructuration importante qui a été fait, du marché de l'emploi, du coût, des coûts salariaux, un travail assez important. Ce qui fait qu'on a quelques paris macroéconomiques sur l'Espagne qu'on peut voir soit dans la poche action,
à partir de Banco Santander, une action qu'on a en portefeuille, ou de Telefónica, soit dans la partie obligataire avec les deux grandes banques espagnoles dont je parlais tout à l'heure, la même Banco Santander et BBVA. Un petit mot sur l'une de vos autres convictions, c'est une action française, Elior. Oui, c'est une action qui est arrivée sur le marché en début d'année. C'est un fonds de private equity qui a mis une position sur le marché. C'est typiquement une société qu'on aime bien parce qu'il y a eu un changement de management. Il y a Philippe Salle qui arrive de chez Altran. Il y a une politique de bolt-on qui a l'air de s'annoncer assez agressive. Il y a une volonté de faire augmenter les marges, un peu de croissance, des meilleures marges et un manager aux commandes. Je dirais que c'est typiquement un dossier financier de l'échiquier qu'on retrouve assez logiquement dans Arty. Pour les mois qui viennent, vous êtes relativement serein ? C'est difficile d'être serein. On sait qu'on va avoir de la volatilité. On sait que les gros risques, en fait, sont plutôt macroéconomiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de choc au niveau des résultats des entreprises, de mauvaises surprises à attendre. Il y aura toujours des mauvaises publications et des publications meilleures qu'attendues. Mais les conditions de financement dans la zone euro sont bonnes. La croissance, comme je disais tout à l'heure, n'est pas extraordinaire, mais 1,5, c'est mieux que tout le monde ce à quoi on s'attendait il y a encore quelques temps. Il n'y a pas de raison que ça dérape du point de vue micro et macroéconomique réel. En revanche, la Grèce, la montée des taux de la Fed, les problèmes géopolitiques, on sait bien que ça peut toujours arriver. Comme il est impossible d'en prévoir le timing et l'ampleur, je préfère rester plutôt optimiste pour la deuxième partie de l'année. Dernière question, Olivier. Combien de pourcents d'Arty dans un portefeuille équilibré ? Dans un portefeuille équilibré, je dirais qu'il faut mettre au moins un tiers d'Arty, et puis je laisse le choix aux téléspectateurs d'aller choisir les 2 tiers qui lui restent. Olivier, merci. Merci.